Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la ligne de l'actualité ce soir, large victoire au Nigeria du président sortant Muhammadu Buhari, réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Il est crédité de 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar, selon les résultats officiels annoncés par la commission électorale. Résultat d'ores et déjà contesté par le candidat du PDP qui a déclaré son intention de déposer un recours devant la Cour suprême. Pas de 5e mandat, le peuple veut le changement de régime. Les avocats lundi, les étudiants mardi. La mobilisation gagne du terrain en Algérie contre la candidature du chef de l'État sortant Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et qui brigue un 5e mandat le 18 avril. Rassemblement dans des dizaines de villes dont la capitale Alger, ce vent de révolte, une situation inédite dans le pays depuis 20 ans. La donne est-elle en train de changer autour de l'inamovible président? On en parle tout à l'heure avec mes invités. Les invités qui sont ce soir, Michel Abdelouahab, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda en Angola. À vos côtés, Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'université d'Evry. Et sur ce plateau également, Baran Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Il reste donc à la tête du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari réélu pour un second mandat avec 56% des suffrages contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar. Des résultats de l'élection présidentielle du 23 février officialisés par l'INEC, la commission électorale, ce mercredi. Jusqu'au bout, le suspense est resté et après 4 jours d'attente, la commission électorale nationale indépendante a donc fini par annoncer le nom du vainqueur. On écoute Mahmoud Yacoubou, le président de la commission électorale. C'était donc la nuit dernière. Muhammadu Buhari, du Congrès progressiste général, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur et élu. Réélection donc du président Muhammadu Buhari. On vient d'entendre donc l'annonce des résultats la nuit dernière par le président de la commission électorale. Alors Muhammadu Buhari, 56% des suffrages. Baran Ndiaye à Kano, il a obtenu 1,4 million de voix, tout comme dans sa terre natale, dans l'état de Katsina. Il rafle également haut la main les états de Bauchi, Borno, Yobe et Zamfara, mais également Kaduna. Alors on peut clairement dire que cette victoire est en tout cas c'est la conséquence de la mobilisation du Nord. Effectivement, on peut dire que c'est la conséquence de la mobilisation du Nord, mais c'est la consécration pour le président Buhari, parce qu'il a gagné tout le Nord, il a gagné l'état du Katsina, sa région natale, il a gagné Kano, on sait bien les chiffres qu'il a fait là-bas. Alors, on peut être surpris quelque part en se disant mais c'est pas possible on va dire ce chiffre fait par le président. Pourquoi je parle de ça? Parce que le président était malade, vous le savez, il a passé plus de temps à se faire soigner qu'à diriger le pays. Mais il tenait les rênes du pays. Le président qui n'était pas très présent, être élu à 56%, c'est un plébiscite. C'est un plébiscite dans un pays, quelque part, où il y a des problèmes d'insécurité, qu'on sait tous liés au terrorisme et à la forte présence de Boko Haram, quelque part, qui est un problème sécuritaire lié au terrorisme. Mais il y a un autre problème aussi sécuritaire lié, en fait, au conflit entre les éleveurs, d'accord, et les éleveurs, dans la zone pastorale, les éleveurs et les paysans. D'accord. Et ça, c'est un problème qui a fait beaucoup plus de victimes que même Boko Haram. Donc le président a su venir au bout de tout ceci. Le président a su diriger le pays d'une main de fer. Le président, c'est un général. Il était rigoureux. Il y a 2 semaines, lors du report des élections, qu'est-ce qu'il a dit? Il a carrément prononcé un discours remarquable de rigueur qui a fait que tout le monde est rentré dans les rangs. La semaine suivante, les élections ont eu lieu. Il a été plébiscité. Donc moi, je ne peux que l'encourager. Patrick Mboyo, alors quand même une forte d'abstention. Est-ce qu'on peut véritablement dire que le président Muhammadu Buhari a convaincu?
Manifestement, oui. Il a convaincu une bonne partie des Nigérians, sauf que ça ne représente pas la majorité des Nigérians, ou même la majorité des électeurs. Il faut rappeler qu'il n'y a que 35%, autour de 35-40% d'électeurs qui se sont déplacés pour ces élections générales, hein, parce qu'on n'élisait pas que le président, mais aussi les députés et les sénateurs en même temps. Dans un pays qui compte... dont la moitié de la population est constituée de jeunes de moins de 35 ans, de personnes de moins de 35 ans, ça relève d'un défi. Le président Mohamedou Bouhari a manifestement tenu les rênes de l'État convenablement, comme il se doit, puisque le pays a continué de fonctionner malgré ses problèmes de santé. Il a pu obtenir certains résultats, en tout cas en essayant de maintenir à flot l'économie nigériane. Simplement, j'observe que l'économie du Nigeria n'a pas fait un grand bond en avant par rapport à ses potentiels, par rapport au potentiel que regorge le Nigeria et par rapport à ce que ce pays aurait dû être sur le plan économique mondial. Sur l'échiquier africain, bien entendu, le Nigeria est la plus forte économie africaine aujourd'hui. Simplement, ça relève de la continuité. J'ai dit qu'il y a un sérieux travail à faire derrière. Sur le plan sécuritaire, les résultats s'il faut encore attendre, excusez-moi. Il faut encore attendre au niveau du problème des Boko Haram, tout comme du problème d'autres, excusez-moi un petit peu, du problème des... Alors peut-être qu'on va passer la parole un moment à Barandiaï, peut-être revenir sur la cartographie finalement de l'électorat du président Mohamedou Bouhari, qui reste effectivement sensiblement le même électorat que 2015. Oui, ça reste effectivement le même électorat quelque part que 2015 parce que son parti, l'APC, en fait le parti du Congrès progressiste, est carrément bien assis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en face, il y avait Atiku Abubakar du PDP, donc le Parti populaire démocratique. Et ce parti-là était avant géré par de grands présidents comme Olusegun Obasanjo, comme Goodluck Jonathan. Ils ont perdu le pouvoir. Bouhari est arrivé, élu en 2015, réélu en 2019, avec ce score. C'est-à-dire qu'il y a une rupture dans la classe politique nigériane. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est confronté à quoi? On est confronté à un problème, comme je l'ai dit, sécuritaire, intérieur et sécuritaire par rapport au terrorisme. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Parce que Bouhari, en dirigeant le Nigeria, est l'un des rares présidents africains à ne pas signer les accords de partenariat économique. Pourquoi il ne les a pas signés? Pour l'intérêt de son pays, parce que le Nigeria a une forte politique industrielle aujourd'hui, et le Nigeria est la locomotive de la CEDEAO, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un pays de 206 millions d'habitants. C'est un pays où l'indice de développement humain, malheureusement, ils ne sont pas bien classés parce qu'ils sont 157e au niveau mondial. Ça veut dire que quelque part, il y a des problèmes, il y a des éléments à régler, comme l'alphabétisation, comme la santé, comme l'espérance de vie. Oui. Mais je pense que le président va s'y atteler et que ça va être l'objectif de son prochain mandat. On évoquera effectivement tout à l'heure les défis qui attendent le président Bouhari pour ce second mandat. Michel Abdulwahab, peut-être revenir un moment sur ces 56% des voix recueillies donc, par le président sortant face à Atiku Abubakar. Qu'est-ce que finalement n'a pas fonctionné du côté du PDP? Alors, bon, déjà, on peut quand même s'étonner d'un tel score parce qu'il s'était engagé en 2015 à relancer l'économie, la croissance économique, à faire baisser le taux de pauvreté et à rétablir la sécurité. Bon, au niveau de la sécurité avec Boko Haram, c'est pas encore ça. Au niveau de l'économie, il n'y a pas de croissance. Il y a sur 200 millions, 205 millions d'habitants, 121 millions de Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté. La croissance est très faible, elle est toujours très corrélée au prix du baril. C'est-à-dire que lorsque le baril grimpe, le prix du baril augmente, la croissance augmente. Le baril a chuté en 2014, la croissance s'est écroulée. Elle est actuellement, je crois, environ de 1,6%. Oui. C'est un pays qui a une caractéristique que n'ont pas tous les pays africains, c'est-à-dire que la démographie est exponentielle. On va avoir, je crois, quasiment 400 millions de Nigérians d'ici 30 ans.
ça sera en 2080 le 3e pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, d'où cette nécessité de relancer la croissance. En fait, finalement, le défi pour l'économie nigériane, c'est la diversification de l'économie, sortir de la rente pétrolière pour avoir une croissance qui tendrait vers une croissance endogène, auto-entretenue. Alors, ce qui explique justement cette réélection, malgré un bilan économique et sécuritaire plutôt moyen, voire très moyen, c'est que Muhammadu Buhari n'est pas corrompu. Et la corruption en Nigeria, c'est quelque chose d'endémique. Manifestement, son compétiteur a une réputation un petit peu sulfureuse en matière de corruption. Et je pense que c'est ce qu'il a très clairement... Donc c'est avant tout une image, finalement. Je pense qu'entre un homme corrompu son élection. et quelqu'un qui a prouvé sa probité, pour la population, le choix est vite fait. Patrick Boyo. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de présenter les choses, que d'un côté on a un corrompu, Atiku Abubakar, et quelqu'un complètement honnête et dont la probité serait complètement prouvée. Monsieur Muhammadu Buhari. J'essaie de caricaturer un petit peu, bien entendu. Mais simplement, c'est vrai qu'Atiku Abubakar était parti de son poste de vice-président avec un bilan assez négatif, et une image qui lui est restée un peu écornée d'un homme qui aime l'argent, d'un homme qui aime le milieu d'affaires, d'un homme qui est porté par la logique marchande du pouvoir. Simplement, dans la réalité, ce n'est pas tellement ça. Muhammadu Buhari aussi n'a pas vraiment rencontré un franc succès en ce qui concerne la lutte contre la corruption, puisque jusque-là, il s'est limité à pourchasser les anciens dignitaires du PDP. Pratiquement personne de son parti n'a été jusqu'à aujourd'hui inquiété par rapport à la lutte contre la corruption. Ça, c'est aussi un problème. Et on ne sait pas demain, lorsque Muhammadu Buhari sera plus au pouvoir, quelles seront les casseroles qui vont sortir. Donc, je reste un petit peu prudent sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a une rigueur dans la gestion de la chose publique, ça se montre, ça se voit. Mais simplement, quitte à dire que la corruption n'est pas dans son camp, n'est pas de son côté, je pense que ça reste un petit peu à prouver. Bon, moi je pense que la rigueur, effectivement, c'est une belle casquette qu'il porte, c'est un général, il faut le rappeler, donc il est droit dans ses bottes et il fait la lutte contre la corruption. On a le même constat lorsque vous dites qu'il ne s'attaque qu'aux membres de l'opposition pour le moment, ce qu'il est d'ailleurs très reproché en interne. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas être la locomotive de l'économie africaine avec l'armée la plus puissante et puis gérer le pays d'une main molle. Ce qu'il fait actuellement, pourquoi il a été réélu, c'est sur un bilan quand même si vous dites qu'il est moyen. Parce que pour moi, le problème sécuritaire, il n'est pas tout à fait réglé, mais il est à moitié réglé. Parce que Boko Haram fait moins de dégâts, il fait plus de dégâts au Cameroun et autres qu'au Nigeria actuellement. Aujourd'hui, son gros défi, moi, c'est un problème de politique sanitaire. Parce que vous savez que le Nigeria, aujourd'hui, est confronté à ce qu'on appelle la fièvre de Lassa. Et du coup, la population l'attend plus sur les problèmes de forte politique de santé qu'autre chose. Parce que cette fièvre qui est, on va dire, une cousine d'Ebola est en train de faire des ravages dans la région de Lassa, même d'où elle est issue, qui est malheureusement fortement célèbre pour être le lieu d'émergence de cette fièvre. Ça, c'est une chose. Donc, des forts problèmes, fortes politiques, autant pour moi, de santé publique, de fortes politiques, en fait, d'éducation, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au niveau de l'indice de développement humain, ils sont vraiment derrière, positionnés en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est un géant au pied d'argile. Tout va bien sur le plan des ressources économiques, des ressources naturelles, des ressources minières. Tout va bien sur la partie puissance militaire, même s'il y a des failles sécuritaires. Mais le peuple n'est pas assez éduqué, l'espérance de vie n'est pas assez élevée au Nigeria aujourd'hui. Donc les défis sont majeurs pour le président Buhari. Et puis j'oubliais, il y a la lutte contre les inégalités, les inégalités qui n'ont pas été traitées. Je crois qu'ils ont un coefficient de Gini de 6. Par comparaison, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus inégalitaire du monde, a un coefficient de Gini de 7. Donc je pense que les inégalités de revenus, de patrimoine, etc. n'ont pas du tout été traitées. Effectivement, le problème... Et puis, si je peux renchérir, la difficulté, c'est aussi la croissance qui n'est pas inclusive. La croissance, elle est certes là au niveau du Nigeria, dans ce pays qui continue d'aller de l'avant au plan économique, mais simplement le plan inclusif, d'où le problème des inégalités. La croissance n'est pas du tout inclusive au niveau du Nigeria. Et c'est aussi l'une des causes du désintérêt ou du désamour
des moins de 35 ans à la démocratie, parce qu'ils se disent qu'ils sont les moins nantis de la République. Les plus riches sont les personnes les plus âgées. Vous voyez simplement les candidats, les deux candidats qui ont à eux seuls raflé plus de 96%, j'ai dit, des voix, alors qu'il y avait plus d'une vingtaine de candidats à l'élection présidentielle, ont tous plus de 70 ans. Alors, ils font partie de cette classe de personnes qui ont bien sûr travaillé pendant des années, mais qui sont arrivées à amasser des richesses avec le temps. Or, les jeunes n'ont pas vraiment une espérance de vie longue comme cette génération de Atiku Abubakar, Mamadou Bouhari et les autres. Et ils se demandent, déjà nous avons une espérance de vie qui est réduite, et est-ce qu'il faudra attendre 60 ans pour avoir de quoi nourrir convenablement sa famille? C'est ça qui pose problème aujourd'hui au Nigeria, et je pense que c'est aussi la première cause du désamour. Or, si on voit qu'en 2015, le taux de participation était à 44%, et en 2019, nous sommes entre 35 et 40%, on s'est dit qu'on est face à un bombe à retardement. Il y a un problème. Michel Abdelwahab. Non, mais rien ne l'empêche le Nigeria de mettre en place un État-providence. Je veux dire, pour réduire les inégalités, c'est pas compliqué. Il faut mettre en place un État-providence, il faut mettre une fiscalité progressive et il faut développer les services publics. Oui, effectivement, ce sont des options. Par contre, vous savez bien que le Nigeria est constitué d'États fédéraux. Oui. Donc chaque État a plus ou moins son autonomie par rapport au pouvoir d'Abuja. Donc il faut un homme, moi j'aime pas les hommes forts, mais il faut une politique forte, des institutions fortes pour faire des réformes en fait en profondeur, pour restructurer tout ça quelque part. Mais il y a un gros challenge qui s'est fixé, parce que pour moi j'ai suivi son discours de campagne, en tout cas de fin de campagne. Il disait qu'il va créer à peu près 15 millions d'emplois lors de son prochain mandat, c'est-à-dire à partir de maintenant. Il va former 200 000 jeunes à l'insertion professionnelle. C'est pas négligeable. Donc ça reste des problèmes. Dans le secteur tertiaire, essentiellement. Des services, exactement. C'est le secteur des services, secteur tertiaire. C'est ça. Or, pour une économie comme le Nigeria, elle ne doit pas être portée, bien sûr, par le secteur tertiaire. On le sait bien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'industrialisation, une forte politique d'industrialisation qui fait que le Nigeria veut son autonomie et ne veut pas adhérer aux accords de partenariat économique par rapport à l'Union européenne, d'une part. Et d'autre part, il faut un fort équilibre social, c'est vrai, parce que hormis le niveau de pauvreté qui n'est pas négligeable, il y a en fait les problèmes sociaux liés aux zones pastorales, parce que son prochain challenge, il veut le mettre au niveau de l'agriculture. Il veut rehausser l'agriculture nigériane à un niveau où ils seront les premiers à peu près du continent africain. Et pour ça, il faut gérer le problème social qui est lié aux éleveurs, comme je l'ai dit, et aux agriculteurs. Et ce problème, ce conflit, l'année dernière, a fait plus de morts que Boko Haram. C'est pas négligeable. Alors, on va continuer effectivement d'évoquer les défis du président Mamadou Bouhari, mais aussi la question du PDP. Je vous avais posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'était un petit peu la présentation de trop, la candidature de trop là, pour le PDP, en tout cas pour Atiku Abubakar. On va parler également d'Atiku Abubakar qui conteste formellement les résultats de l'élection présidentielle et qui compte introduire un recours devant la Cour suprême. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.